stationnaire pour l'équation de Schrödinger. Alors, on va poser le problème en disant que on cherche à étudier une solution stationnaire. Alors, c'est-à-dire que ça présuppose que votre particule est soumise à un potentiel d'interaction, à une énergie potentielle qui est constante dans le temps. Donc, on va dire que cette situation est adaptée au cas où v de x virgule t en réalité ne dépend que de x. Et puis on va dire que l'on cherche une solution comme dans le cours précédent, sous forme stationnaire en disant que on va découpler le temps et l'espace. Donc on va dire que psi s'écrit sous la forme phi de x fois g de t. Si je réécris l'équation de Schrödinger dans ce cas-là, eh bien, je constate la même chose qu'avant en disant que IH bar fois la dérivée par rapport au temps vaut eh bien, ce qui se passe pour le hamiltonien ici à droite. Et si je réécris le tout, eh bien, alors ici c'est l'opérateur hamiltonien, hein, et ici ce qui se passe c'est que j'obtiens, en injectant ça, que j'ai d'un côté une fonction du temps et de l'autre côté une fonction de l'espace. Eh bien, la seule façon d'avoir partout et tout le temps une égalité entre une fonction du temps et une fonction de l'espace, eh bien, c'est d'avoir une constante entre les deux. Enfin, c'est de dire que les deux sont une constante. Et donc on va poser que cette constante, elle s'appelle l'énergie. Effectivement, c'est ce que je vous avais dit, hein, l'hamiltonien, c'est ce qui va rendre compte de l'énergie. Et donc dans ce cas-là, j'obtiens que g dt est de la forme exponentielle i oméga t, moins i oméga t, pardonnez-moi, exponentielle moins i e t sur h bar. On va donc dire dans toute la suite que les solutions harmoniques qui correspondent à des solutions d'énergie bien déterminées sont de la forme psi de x virgule t égale phi de x exponentielle moins i e t sur h bar, où E est l'énergie de la particule quantique. Dans ce cas-là, l'équation de Schrödinger devient h phi égale E phi. C'est ce qu'on appelle parfois l'équation de Schrödinger stationnaire. Si maintenant je rappelle ce que c'est que le h bar, eh bien ça me donne encore, dans un cas unidimensionnel, le terme d'énergie cinétique plus le terme d'énergie potentielle. Donc moins h bar carré sur 2m, d2 de psi sur dx2, plus v fois phi, égale E fois phi. Alors je dis psi, mais c'était phi. Hein. Alors, une remarque toute bête, c'est que si l'on prend cette relation-là, et que l'on calcule la densité de probabilité de présence, eh bien cette densité de probabilité de présence, sachant que le modulo carré de l'exponentielle ici vaut 1, eh bien ça vaut phi de x. Autrement dit, on constate que la densité de probabilité de présence est indépendante du temps. C'est pour ça qu'on parle d'ondes stationnaires. Ça veut donc dire que lorsque vous avez des ondes stationnaires, la probabilité de trouver la particule à un endroit ne change plus. Et c'est ce qui se passe dans le cas des orbitales 1s, 2s, 2p pour un atome. Nous allons faire l'exemple emblématique d'étude du piégeage, du malheureusement confinement de la particule quantique dans un puits de potentiel rectangulaire. Alors c'est l'exemple le plus simple pour comprendre ce qui se passe. Cet exemple est fait pour amener à quelques idées, et en réalité c'est effectivement ce qui se passe dans le cas d'un atome, même si c'est plus compliqué. Dans le cas d'un atome, on peut dire que l'électron est piégé dans le potentiel créé par l'atome, par le noyau. Alors on imagine un puits de potentiel, donc on imagine que le potentiel V vaut plus l'infini pour les x négatifs, plus l'infini pour les x supérieurs à L, et L étant un nombre positif, et entre les deux il vaut 0. Donc vous avez ce qu'on appelle un puits rectangulaire infiniment profond. Alors en réalité c'est infini, mais pour que vous voyez bien, j'ai bien dit ici, hein, c'est une hauteur infinie. Et on va noter par exemple, enfin non c'est bon, et on note L, donc la largeur finalement du puits. Alors on va simplement dire que, on va admettre que la densité de probabilité de présence et la probabilité de présence en fait sont nulles en dehors du puits. C'est-à-dire que la particule est piégée, et si elle est piégée, je ne sais pas où elle est, mais je sens quand même qu'elle va être là. Elle ne peut pas aller dans cette zone-là, puisque la barrière de potentiel est trop grande. Donc la particule est parfaitement confinée. Je ne sais pas si elle est en L sur 2 ou en L sur 3, je sais juste qu'elle est à l'intérieur de cette zone-là. Et donc je dis dans ce cas-là que, forcément,
eh bien, phi vaut 0 à cet endroit-là, et phi vaut 0 à cet endroit-là par continuité. Donc ce sont les deux conditions limites que je vais imposer. Comme on ne peut pas connaître en même temps, avec une infinie précision, la position et la quantité de mouvement, eh bien, je vous rappelle que la notion de trajectoire n'a plus de sens. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que si je résous l'équation de Schrödinger, dans le cas ici, eh bien, je vais dire qu'il y a trois zones. Alors j'ai déjà résolu le cas de la zone ici et le cas de la zone ici, il me reste cette zone-là, dans laquelle le potentiel est nul. Donc l'équation de Schrödinger devient, ce terme-là s'annule, et donc j'obtiens moins h bar carré sur 2m d2 de phi sur dx2 égale e fois phi. Et l'idée, c'est de dire que je peux poser k carré égale 2me sur h bar carré. Alors il se trouve que c'est homogène à la norme d'un vecteur d'onde au carré, parce qu'en fait, finalement, on voit bien que cette équation-là, alors je le rajouterai, cette équation-là, j'aurais pu l'écrire d2 de phi sur dx2 égale moins 2me sur h bar carré fois phi, ce qui est une solution en fait sinusoïdale, ce qui est une solution sinusoïdale. Et donc j'obtiens des solutions sinusoïdales ici pour phi. Alors maintenant je vais appliquer les conditions limites, et si j'applique les conditions limites, alors oui, aussi j'ai oublié un truc, c'est que je constate en fait ici que l'énergie de la particule dans ce cas-là, eh bien c'est h bar carré k carré sur 2m, et comme h bar carré k carré c'est p carré, en fait ça fait p carré sur 2m. En fait p carré sur 2m, réfléchissez, c'est 1 demi de mv carré. C'est 1 demi de mv carré. Ça s'appelle l'énergie cinétique. Ce qui était logique, puisque si la particule est dans un puits où la valeur du potentiel vaut 0, eh bien l'énergie mécanique se résume bien à l'énergie cinétique. P carré sur 2m, c'est l'énergie cinétique. On va étudier essentiellement des solutions positives, puisque la particule étant piégée dans ce potentiel-là, en fait, elle ne peut pas être dans les zones telles que l'énergie soit négative, et tout simplement parce que l'énergie cinétique est un nombre positif. Dans ce cas-là, on peut trouver les valeurs de K, on les connaît, et alors en fait, on va prendre essentiellement K positif, puisque quand on a des fonctions sinusoïdales comme ça, les cas K positifs et K négatifs, en fait, se recoupent. Donc on va prendre uniquement les solutions K positives. Et donc si on cherche un peu, on va donc dire que phi de 0 égale 0 et phi de L égale 0, ce qui impose nécessairement sinus KL égale à 0. Et donc KL égale NP. On obtient, rappelez-vous, une quantification, comme pour la corde de Meld, une quantification des modes propres. C'est-à-dire que les valeurs de K sont discrètes, avec des modes. Et donc pour le mode N, on dira que Kn égale NP sur L. Donc l'énergie vaut N carré fois alors une énergie fondamentale qui est l'énergie du mode n égale 1. Et donc vous voyez que ces modes croissent comme n carré. Ce qui est le cas par exemple dans le cas de l'atome d'hydrogène, où dans le cas de l'atome d'hydrogène, vous avez une énergie qui étant, alors pour les chimistes, ça fait, alors je raconte n'importe quoi, non, je raconte n'importe quoi. Pour les atomes d'hydrogène, c'est un peu plus compliqué. C'est moins 13,6 électronvolts divisé par n carré. Non, c'est autre chose. Pardonnez-moi. Je poursuis. Normalisation de la solution. Alors une fois qu'on a cette solution-là, on peut la normaliser. Alors ça, c'est pas très important, c'est trouver la valeur de B. Et donc on a la solution. On a trouvé les fonctions d'onde associées au mode propre du puits de potentiel rectangulaire infiniment profond. Et donc on peut aussi en déduire la solution complète, psi, qui est la solution de la fonction d'onde ici complète, avec la partie temporelle et la partie spatiale totalement découplées, ce qui est en fait le cas d'une onde stationnaire. Alors je peux représenter par exemple le mode n égale 3. Alors dans le cas du mode n égale 3, j'ai représenté en rouge la fonction spatiale d'onde, phi de x, et j'ai représenté en noir le module de phi au carré, donc, ou le module de psi au carré. Et donc en fait, vous voyez ici, il y a donc 1, 2, 3, 4 nœuds et 3 ventres. Donc il y a n plus 1 nœuds et n ventres. Et donc ça veut dire que dans ce mode-là, alors je pourrais représenter tous les modes, dans ce mode-là, vous avez plus de chances de trouver la particule à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là, et vous n'avez aucune chance de trouver la particule à cet endroit-là et à cet endroit-là. C'est exactement ce que vous aviez trouvé avec la corde de Meld. Ça ressemble vraiment à la corde de Meld, en disant que la longueur L vaut n fois, alors je le rajouterai,
L vaut n fois la longueur d'onde divisée par 2. Donc je le rajouterai. C'est ce qu'on avait vu avec l'accord de De Melde. Et donc le cas général, ça va être une superposition de tous les modes propres, et donc ça va être une superposition de toutes ces solutions-là. Remarque et conclusion à essayer de méditer, on constate bien que le confinement, alors pardonnez-moi du mot, de la particule quantique s'est accompagné d'une quantification de son énergie mécanique. Deuxième remarque, du point de vue des relations de Heisenberg, on peut dire que l'indétermination sur la position vaut L. Alors c'est grand delta X vaut L. Dans ce cas-là, plus on tente de confiner la particule, donc plus on fait diminuer L, plus l'écart entre deux niveaux d'énergie, et donc deux états de quantité de mouvement, augmente. Si L diminue, l'incertitude sur P explose. Donc, plus vous cherchez à confiner la particule quantique, plus vous avez une méconnaissance totale sur sa quantité de mouvement. Alors c'est pas évident ces choses-là, il faudra vraiment y réfléchir. J'ai fini dans ce chapitre les exemples qui sont les exemples scolaires, enfin les exemples basiques. Vous allez revoir pas mal d'exemples en PC en deuxième année. Je vous laisserai regarder, puisque je les ai détaillés, d'autres exemples qui sont ce qu'on appelle la marge de potentiel, ce qu'on appelle aussi, dans ce cas-là, le phénomène très important de barrière de potentiel. Alors cet exemple de barrière potentielle, je peux vous donner simplement une application concrète. Cette barrière de potentiel, on peut en démontrer que bien que l'énergie de la particule, alors je vais essayer de détailler ça quand même, on a une particule qui arrive sur une barrière de hauteur V0, V0 étant une énergie, et elle arrive avec une énergie qui vaut E. Donc elle a une énergie cinétique au départ qui vaut E. Donc elle arrive, et on voit qu'il va y avoir une réflexion et une transmission. Et en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que même si l'énergie de la particule est inférieure à V0, eh bien la probabilité de passer à droite est non nulle. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. On peut démontrer que si on notait grand T, alors il y a une coquille ici, c'est un T carré. Grand T égale T au carré. Si on note grand T, eh bien finalement la probabilité de présence en sortie sur la probabilité de présence en entrée, en fait qui est module de T au carré, eh bien on peut démontrer que la probabilité est non nulle. C'est-à-dire que il n'est pas impossible de trouver la particule à droite, bien qu'elle ait une énergie qui est inférieure à la hauteur de la barrière de potentiel. Ce qui est impossible en mécanique classique, et ce qui est possible en mécanique quantique. Et bien entendu, plus la barrière est haute, et plus la barrière est large, et plus la probabilité est faible. Et ça a une application très connue, l'effet tunnel, qui est un phénomène qui est par exemple utilisé dans certains microscopes, où on arrive à balayer une pointe au-dessus d'une surface, et les électrons vont passer directement du métal à la pointe en traversant la barrière de potentiel que représente l'air. Parce que l'air est dans ce cas-là une barrière de potentiel. Et c'est une méthode d'étude de la topologie d'une surface à l'échelle nanométrique. Alors, pareil, il y a un autre exemple qui est important, qui est le puits de potentiel de hauteur finie. Alors, je vous laisserai y passer du temps, c'est un exemple qui arrive très souvent aux oraux. Je l'ai pas mal détaillé d'ailleurs, Tac, ok, les modes propres, tac, tac, tac. Je finirai juste sur un point qui est un point de conclusion. Ce que nous avons fait, c'est vraiment une mécanique quantique simplifiée. La mécanique quantique réelle est un peu plus complexe, puisque en réalité, on définit non pas une fonction d'onde, mais des vecteurs qu'on appelle les quêtes, qui sont les vecteurs états dans mécanique quantique. Et on dit que l'équation de Schrödinger, en fait, s'écrit sous une forme un peu plus complexe qui est ici, avec ce qu'on appelle des opérateurs. Et cet état de la particule, qui est un vecteur, eh bien, peut, encore une fois, se superposer. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un état de la particule qui est la superposition de plein d'états.
Alors il y a un exemple qui est très connu à cela, c'est la fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger. Schrödinger a dit que si l'on enferme un chat dans une boîte et que l'on met un système létal, un système qui le tue de manière aléatoire, eh bien on ne peut pas connaître la vie ou la mort du chat tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Tant que la boîte est fermée, on dira que le chat est dans une superposition mort plus vie. Alors j'ai mis ici 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, parce que je supposais qu'il avait autant de chances d'être vivant que autant de chances d'être mort. Mais si le système létal est très efficace, on va mettre un coefficient plus grand sur l'état mort. Mais c'est un coefficient de probabilité. Et donc on dira simplement que si par exemple j'ouvre la boîte, eh bien je vais découvrir si le chat est mort ou si le chat est vivant, avec une probabilité ici 1,5 et 1,5. Mais remarquez une chose, une fois que j'ai ouvert la boîte, je détruis le chat de Schrödinger, c'est-à-dire que j'obtiens son état de mort et son état de vie, mais je n'ai plus la superposition des états. Et donc c'est pour ça que, et je m'arrêterai là, on a tous les problèmes en mécanique quantique de la mesure destructive, c'est-à-dire que lorsque vous avez une superposition d'états en mécanique quantique, toute mesure, de la vitesse, de la quantité de mouvement, de l'énergie, détruit la superposition. Donc on a ce qu'on appelle des mesures destructives. Donc si l'on veut mesurer quelque chose sur un objet quantique, en réalité, on détruit sa superposition d'états. Je m'arrêterai là. Je vous laisse maintenant étudier cela. C'est un chapitre qui n'est pas simple. Je vous propose en fait vraiment de réfléchir à l'équation de Schrödinger, à la fonction d'onde, à la question de la normalisation de celle-ci, et à cet exemple emblématique du puits de potentiel de hauteur infinie. Les autres exemples, je vous conseille de les faire, puisque ce sont des exemples classiques qu'on obtient à tous les zéros et que j'ai grandement détaillés. Je vous remercie.